On n'a jamais vu autant de monde ici. Comme on ne peut pas pousser les murs, ben on s'excuse pour ceux qui sont debout. On est limité en place et puis je crois qu'on n'est pas prêt de s'agrandir. Mais c'est vrai, vous avez eu raison de venir parce que d'une part, le titre était alléchant, sexy, je ne sais pas quoi là. Et en plus, on a vraiment 4 scientifiques là de haut niveau, hein, euh, avec les baleines à bosse. C'est pas la bosse des maths, mais c'est la bosse des baleines. Et donc, comme il y a des mots que je ne comprends pas là, donc je me suis fait un petit papier. Donc Solène, qui est ici, là, Solène, qui est chargée de recherche à l'IRD depuis 2023. Solène, bravo Solène. Alors, elle est spécialiste de l'écologie spatiale. Je ne sais pas ce que c'est, mais je pense qu'elle va nous expliquer. S'il y en a qui savent, qui lèvent le doigt. Hein. Et de la conservation des mammifères marins. C'est bien ça, hein? Bon. Alors, elle a fait sa thèse de doctorat sur le comportement des baleines à bosse avec Claire Garrigue, que tout le monde connaît ici. Claire, tu lèves le bras. Claire? Car Claire, ça fait déjà 30 ans qu'elle s'occupe des baleines à bosse. On ne voit pas le temps passer. Hein. On est pris par la passion. Voilà. Et puis, je crois que Solène, elle va prendre mon relais. Elle va vous présenter donc les autres intervenantes. Hein, et je te passe. Et avant, je vais vous passer le micro à notre charmante directrice. Voilà. Et puis après, ben, Solène prendra la suite. Voilà. Allez, passez une bonne soirée. Merci Alain. Je précise qu'Alain est le président du musée maritime, qui est une association. Je voulais juste rajouter un petit mot. Bah déjà, bonsoir. Bonsoir à tous. Ça fait chaud au cœur. Et vous avez peut-être très chaud d'ailleurs, plus qu'au cœur et au corps, parce qu'il y a la clim, mais il y a tellement d'énergie humaine là que je ne suis pas sûre que la clim aille va se répandre un peu partout. Donc, la bonne nouvelle, on va essayer, en tout cas, pour ceux qui ne seraient pas dans de bonnes conditions ou qui n'ont pas pu rentrer, eh bien, ça va être de faire une deuxième session, peut-être, entre le 11 et le 15 septembre. De 12 à... Alors, non, pas le 16, parce que le 16, je crois qu'un certain nombre d'intervenantes seront parties. Donc, peut-être, mais alors vraiment, rien que pour vous, en tout cas pour ceux qui le souhaiteraient, et à titre tout à fait exceptionnel, on fera peut-être cette deuxième session, non pas un mardi, mais un lundi soir. Parce que le mardi, ce sera trop tard. Voilà. Donc, c'est vraiment... un cadeau que les intervenantes vous feraient, et le musée aussi, parce que le musée, normalement, le lundi, c'est son jour de fermeture. Donc, à titre vraiment exceptionnel, sous toute réserve, parce que voilà, ça vient pas de se décider, mais en tout cas de s'évoquer entre nous. Juste une petite précision. L'intervention va être bilingue ce soir en partie, mais je vous rassure, ce sera traduit, et les vidéos, en tout cas je crois qu'il y a une vidéo, elle sera sous-titrée. Voilà, j'en dis pas plus, je vais passer la parole à Solène et je vous souhaite une excellente soirée. La prochaine conférence, ce sera le 30 septembre, enfin en dehors de celle qu'on pourra refaire sur les baleines, ce sera le 30 septembre sur les méduses. Voilà, on va changer d'espèce. Donc, vous l'aurez compris, si vous voulez la place, être bien assis, il ne faut pas trop tarder à arriver. Bonne soirée. Merci. On me dit qu'il y a une place assise au premier rang avec une chaise rembourrée en plus. Il y en a une deuxième là? La qualité est moins bonne? C'est un tabouret, je crois. Avant qu'on commence, il faut que quelqu'un y aille. Ok, je me mets par là. Oui, il va y avoir beaucoup de passages de relais ce soir parce qu'on est beaucoup
Ah, on a plein de choses à vous présenter. En fait, à dire vrai, moi, je n'aurais pas dû être présentée parce que je viens présenter les autres. L'idée ce soir, c'est de vous parler de ce projet Sexy Singing qui dure en Nouvelle-Calédonie maintenant depuis 7 ans. Et donc d'organiser cette soirée pour que, en particulier, Hélène et Franca, ici présentes, puissent vous faire part de leurs derniers résultats et puis vous les introduire grâce à Claire. Donc je vais quand même introduire ces personnes qui vont vous parler. Hélène Garland, ici présente, est une chercheure affiliée à la Royal Society à l'Université de St Andrews en Écosse. Alors elle n'est pas écossaise, elle est kiwi. Donc elle a voyagé de part et d'autre de la Terre et maintenant de retour dans le Pacifique Sud avec nous. Elle est spécialiste de l'écologie et de l'éthologie et de l'écologie comportementale des cétacés. En particulier, elle fait de la bioacoustique et elle travaille sur la culture animale. Elle est titulaire d'un doctorat de bioacoustique de l'Université de Queensland et de nos jours, elle explore la transmission culturelle des chants, leurs fonctions et leurs relations avec la structure des populations. Franca Eichenberger, qui va aussi prendre la parole ce soir, est une chercheuse qu'on dit post-doctorante, c'est-à-dire qu'elle vient de réaliser sa thèse à l'Université de St Andrews en collaboration avec l'Université d'Auckland en Nouvelle-Zélande, l'IRD ici en Nouvelle-Calédonie et l'association Opération Cétacés. Donc elle nous fera part de certains des résultats marquants de sa thèse. Et enfin, Claire, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de la présenter? Je ne crois pas. Notre grande spécialiste des mammifères marins en Nouvelle-Calédonie. Claire est fondatrice de l'association Opération Cétacés, qui a été fondée en 1996, et membre fondateur du consortium de recherche sur les baleines du Pacifique Sud, parmi d'autres titres. Elle mène des recherches en Calédonie depuis près de 30 ans. Et l'idée ce soir, c'est pour elle un peu de revenir sur cet aspect long terme, un peu comment la science se construit, et là dans ce cas-là, comment les recherches sur les baleines à bosse se sont construites en Nouvelle-Calédonie. Et donc je vais les laisser maintenant s'exprimer. Et puis Valérie l'a déjà dit, mais c'est une soirée qui est un peu bilingue. Alors c'était un challenge pour nous de savoir comment on allait faire pour vous transmettre toutes ces informations dans un format bilingue. Donc il va y avoir un film traduit. Il y a Franca qui va s'adresser à vous en français. On pourra l'applaudir pour cette performance. Et puis Patrick, ici présent, que l'on remercie chaleureusement d'avoir accepté de participer à cette soirée pour réaliser une traduction en direct de la présentation d'Hélène. Voilà. Donc on les remercie tous et je passe la parole à Claire. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, on va commencer sans trop tarder. Voilà. Donc, moi, ce soir, je vais juste vous faire une introduction à ce qui va être dit après, parce qu'il y a plein de choses que vous connaissez déjà. Mais au cas où vous ne le connaissiez pas, eh bien, j'ai quand même fait un petit rappel. Donc, pour vous dire que la baleine à bosse, qui est cet animal qu'on voit sur cette illustration, qui fait environ 14-15 mètres pour 30 à 40 tonnes, eh bien, c'est une espèce cosmopolite. Ça veut dire qu'on la rencontre dans tous les océans du monde. C'est une espèce migratrice, elle entreprend de très grandes migrations entre les eaux polaires où elle s'alimente en été. Elle s'alimente sur les petites crevettes que vous voyez en bas à droite, le krill étant l'aliment primordial sur lequel tourne l'écosystème austral. Et ensuite, elle vient vers les zones tropicales en hiver pour se reproduire et mettre bas. Ces migrations peuvent atteindre jusqu'à 10 000 km. Donc vous voyez que sur le monde, sur la planète, il y a beaucoup de populations de baleines et actuellement on pense qu'il y a environ 84 000 baleines à bosse. Donc en vert, vous avez les zones de nutrition et en rouge, les zones de reproduction. Et les baleines, donc des océans, des hémisphères différents, ne vont pas se rencontrer parce que les saisons, évidemment, sont inversées. La petite population en bleu, c'est une population de baleines en danger qui ne migre pas et qui passe tout son cycle de vie dans cette zone près d'Oman. Bon, mais remontons dans le temps, parce que moi, je suis censée en fait vous présenter comment on en est arrivé où on est ce soir. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'on savait sur les baleines à bosse en 1990 en Nouvelle-Calédonie ? Ben, en fait, pas grand-chose. Ce qu'on savait, en tout cas, c'est qu'il y en avait. Parce que la baleine à bosse fait partie du calendrier de l'igname dans la culture mélanésienne. Son arrivée indique le moment où on doit commencer à préparer les champs pour planter les ignames. La baleine souffle, et ce petit souffle, par exemple, est mis en parallèle avec le feu que les Mélanésiens font pour brûler les herbes dans les champs. Et en fait, voilà comment tout a commencé.
N'est-ce pas comme c'est magnifique? Eh bien, le 1er septembre 1991, j'ai été contactée par la Gendarmerie nationale qui m'a proposé d'embarquer pour aller voir des baleines. Et c'est là que j'ai vu ma première baleine et que j'ai pris cette merveilleuse photo. Et de manière fraîchement curieuse, on n'a jamais revu, sachant qu'on a quand même 25% des baleines qu'on voit chaque année, qu'on connaît, mais celle-ci, on ne l'a jamais retrouvée. Vu la qualité de cette photo, ce n'est pas très étonnant. Et ensuite, l'aventure a continué avec Cap sur les baleines, qui était en fait une expédition pour emmener des enfants à voir des baleines à partir de Lilloin. On était basé à Lilloin et c'était un partenariat entre la société Le Nickel et la province Sud. Donc pendant 4 ans, on a emmené des jeunes en bateau et sur la terre pour voir ces enfants. Et la première saison de recherche a vraiment débuté en 1995 et je suis très contente parce qu'ici j'ai quelqu'un dans la salle qui était là, hein, Joël, qui n'a pas pu être avec nous dimanche. Et Joël était là, on doit être quelque part sur les photos. Et donc on a commencé cette année-là grâce à quelques bénévoles, à quelques personnes qui ont la gentillesse de nous prêter leur maison et même leur bateau. On a pu faire cette première saison où on a collecté des données, où on était basé au village de Prony. Et maintenant, depuis 30 ans, l'aventure continue. Donc qu'est-ce qu'une journée type d'un chercheur de baleine en tout cas? Et parce qu'il y en a qui se lèvent beaucoup plus tard. Alors nous, on se lève à 5h30, c'est-à-dire quand il fait nuit, de manière à pouvoir être sur l'eau au lever du jour. Alors pourquoi on se lève si tôt? Vous allez me dire, c'est simplement parce qu'ici, il y a beaucoup de vent. Donc c'est mieux de travailler le matin. On va embarquer sur le bateau que vous voyez au centre et puis traverser la baie du Prony. Ça nous prend environ 20-25 minutes, le temps de se réveiller et puis éventuellement d'apercevoir les premiers souffles parce que c'est rare, mais il arrive qu'il y ait des baleines dans la baie. Quand on arrive au pied du Cap Endois, à l'Anse Magique, eh bien, l'équipe de terre va débarquer et pouvoir en taper une crimpette qui va lui prendre 20-25 minutes pour atteindre le phare du Cap Endois. Et le bateau, pendant ce temps-là, va partir en mer chercher les baleines. On rentre pas trop tard dans la journée parce qu'on n'a pas d'électricité et qu'il nous faut encore recopier les données, sortir les photos, faire les pleins d'essence, faire la nourriture pour le soir, pour le lendemain, coucher à 8h, 8h30 parce que le lendemain, on remet ça. Et ça fait 30 ans que ça dure. Alors un petit peu justement d'informations sur ce qu'on a vraiment fait. Voilà la station d'observation du Cap Endois. De là, c'est situé à 189 mètres. Pour ceux qui n'y sont encore jamais allés, je vous conseille d'y aller. Il y a une très belle vue sur le lagon et on peut y voir des baleines à partir de là. Tout simplement parce que voilà, cette station d'observation en 95, on avait notre observateur tout seul qui passait ses journées à essayer de chercher des baleines qui à cette époque-là était relativement rare, mais aujourd'hui c'est pas le cas. Et aujourd'hui on a un observatoire qui a été créé par la province Sud et qui permet aux gens avec des jumelles et puis des panneaux explicatifs d'avoir des informations. Donc pendant ce temps-là, notre bateau part en mer pour essayer de trouver des baleines. Il en trouve tout seul ou pas en fonction de si l'équipe du Cap lui en indique. Les activités qu'on va faire en mer vont dépendre des programmes de recherche en cours. Mais là, je vous montre juste comment on collecte des informations. Tout d'abord, on rencontre un groupe de baleines, on veut savoir qui est qui. Parce que pour connaître les comportements, pour savoir ce que font les animaux, il faut les reconnaître. Si vous mettez tous une calgoutte sur la tête, je ne vous reconnaîtrai pas. C'est votre visage qui me permet de vous reconnaître. Les baleines, c'est leur nageoire caudale. Elle va du blanc au noir, avec tout un tas d'intermédiaires. Dans l'hémisphère sud, il y a beaucoup plus de blanches que de noires. C'est l'inverse dans l'hémisphère nord. On en a à l'heure actuelle plus de 1800 qui ont été identifiés en Nouvelle-Calédonie. Ensuite, on va également collecter des échantillons de tissus. Alors pour ça, on a plusieurs méthodes. On peut utiliser une arbalète qui va nous permettre de lancer des flèches, ou alors on peut utiliser un Pax-Arme, qui est en fait une 22 modifiée, qui ne peut pas tirer de réelles balles, mais qui va projeter, grâce à des cartouches à blanc, des petites fléchettes qu'on voit en bas sur la table. On récupère à ce moment-là un petit morceau d'échantillon qu'on voit au centre, au milieu, en haut, et qui nous permet de couper en deux. Le noir, c'est de la peau, le blanc, c'est du gras. Sur ces tissus, on va faire des analyses différentes, tout un tas d'analyses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus le temps
augmente, plus de nouvelles techniques sont mises au point. Ce que Franca a fait dans sa thèse, qu'elle va vous présenter ce soir, n'existait pas il y a 30 ans. Mais grâce à tous ces échantillons, on peut maintenant revenir en arrière. On peut aussi collecter des échantillons suite à un saut de baleine. Ils sont comme nous, ce mammifère, ils perdent de la peau. C'est ce qu'on voit dans le filet en bas à droite. Et puis, on peut également collecter de la poudre d'os en haut à gauche sur, par exemple, des échouages si on a des os et on obtient de l'ADN ancien. Ces échantillons sont analysés au laboratoire de l'IRD. En bas à droite, vous avez Daisy, qui ne doit pas être là ce soir. Hein. Et puis Franca, donc, pendant sa thèse, qui va parler tout à l'heure, en train d'analyser. Merci. On peut, alors ce soir, Hélène va vous parler des chants. Vous êtes tous venus pour ça. Sexy singing. Alors, comment on enregistre des chants? Eh bien, en déployant un micro sous-marin qui est relié à un enregistreur, à des écouteurs. Et lorsqu'on trouve un chanteur, eh bien, on s'arrête et pendant 45 minutes, on l'enregistre pour donner le chant à Hélène. Et depuis 2013, on a également eu des enregistreurs autonomes qui sont déployés par des plongeurs. On en a un actuellement dans le Lagon Sud qui enregistre en continu. Et on en a eu sur Chesterfield ou sur les monts sous-marins grâce aux équipages de l'Amborella ou de l'Alice. Enfin, certaines années, on a eu déployé des balises satellitaires pour savoir qu'est-ce que faisaient les baleines pendant qu'elles étaient en Calédonie, comment elles se déplaçaient dans la zone économique exclusive et pour connaître leur route de migration. Alors, on l'envoie, la balise, soit avec un système qui sert à lancer des amarres entre les bateaux, c'est propulsé par de l'air comprimé, soit avec une grande perche et un mec costaud. Donc voilà un petit peu l'introduction que je voulais vous faire. Et très rapidement, je vais vous informer au niveau de, disons, de principaux résultats qu'on a pu obtenir grâce à ces 30 ans de collecte de données, puisque maintenant on en est à même plus de 30 ans. Donc tout d'abord, on a montré que le Lagon Sud est la principale zone de reproduction de cette population de baleines à bosse en zone côtière. Mais hélas, dans cette zone, eh bien, la population est exposée. Il y a des risques de dérangement, de collision. On voit qu'il y a une augmentation du nombre de bateaux au fur et à mesure du temps et que les baleines, quand elles sont entourées de beaucoup de bateaux, eh bien, elles vont se déplacer de manière de plus en plus erratique et plonger plus longtemps, ces comportements étant assimilés à des invitations de prédateurs. De plus, dans le Lagon Sud, il y a des mamans petits qui sont notamment près de la côte, et donc qui était le groupe social le plus exposé. Et c'est pour ça que maintenant la province sud a mis en place une réglementation qui interdit l'approche des mamans petits. C'est les groupes qu'il faut protéger le plus. Et je remercie Aline dans la salle pour ce travail effectué il y a quelques années. Alors ça, il faut que ça marche. Comment je fais pour que ça marche? Normalement, ça marche. Tu peux voir comment le lancer? Parce que quand tu es là, on peut. Là, c'est simplement pour vous montrer les trajets des baleines balisées, enfin d'une partie d'entre elles, et surtout pour vous montrer ce qu'on a découvert, un nouvel habitat, à savoir les monts sous-marins. Ça n'avait jamais été montré nulle part. On a des monts sous-marins sur la ride des Loyautés, la ride de Norfolk, et même sur la chaîne des Guyot de Lord-Howe. Et vous voyez que ces baleines sont intéressées par ces hauts fonds qui culminent à moins de 200 mètres sous la surface. Donc voilà un petit peu le genre de travail qu'on a pu effectuer, les résultats qu'on a pu obtenir suite à la pose de balises satellitaires. Mais on a également pu savoir que nos baleines, eh bien, elles vont s'alimenter en Antarctique, hein, mais vous voyez sur une très grande zone située entre la mer de Ross, en gros au sud de la Calédonie, qui doit être par là, et la mer de Bellinghausen, qui est juste à l'ouest de la péninsule antarctique. Et je veux juste rajouter un petit mot sur tous les collègues qui ont travaillé avec nous. Solène a parlé du South Pacific Whale Research Consortium. Tous nos collègues du Pacifique, Tonga, les Cook, Niue, Polynésie française, l'Australie, voilà, Samoa, tous ces gens avec qui on travaille parce que les baleines, elles se déplacent. Et en fait, il faut quand même si elles sont très fidèles à la Calédonie, il faut quand même avoir des informations sur les zones adjacentes. Et ensuite, remercier aussi tous ces gens qui sont passés travailler avec nous. En 30 ans, on a eu plus de 200 personnes qui sont venues sur le terrain avec nous, des retraités, des étudiants, des collègues, des Français, des Néo-Zélandais, des Chiliens, des Argentins, des Suisses, des Finlandais, des Croates. Enfin, je dois encore en oublier. Donc sans eux, eh bien, ces résultats, ils n'existeraient pas et on ne pourrait pas vous les présenter ce soir. Voilà, je vous remercie pour votre attention et surtout maintenant,
vous allez avoir le plat principal, enfin les plats principaux avec Hélène et Franca. Bonne soirée. Vas-y, toi, t'es fort. Ah, il y a le film. Non, il y a le film. Excusez-moi, j'ai oublié qu'il y avait le film avant la présentation d'Hélène. Donc c'est un petit film qui va vous présenter justement le travail qu'effectue Hélène dans le cadre de la Royal Society. Ça commence déjà ? Ouais. On peut monter le son? Typically sing head down, tail up. Songs can last from 5 to 30 minutes. Monter le son. Within the population all sing the same song. One of the most elaborate acoustic displays in the animal kingdom. But there is still so much we don't know. And in particular, exactly why they sing. I'm Dr. Ellen Garland. I'm at Royal Society University Research Fellow at University of St Andrews. I've always been fascinated by whales and dolphins, but particularly vocal communication. There was an opportunity to work on South Pacific song. Well, that sounded like a really, really interesting project. Early on in my PhD, I kind of had just arrived, and my collaborators had been out recording song for 10, 15 years already. And so I got handed a box full of tapes, like a big box, and we're like, here's your PhD, it's in here, which meant that I had to start by getting to know the songs. Here we have a humpback whale song, which we look at as a spectrogram. The shortest sound to our ear is called a unit, and we name these how they sound, like moan, groan, whoop, bellows, however creative you want to get. A few units makes a phrase, and then that stereotype phrase is repeated multiple times to make a theme. And then we have a few themes that are sung in a particular order to make up a song. So think about these as movements in a symphony. The song is repeated multiple times by an individual to make a song session. But what is really interesting about that song is all males within a population will be singing the same song. So what we did was unit by unit, we wrote out long scrolls of units, classified into the phrases with timestamps on all of those. Even now, if you were to play me one of those songs, I can tell you what song type it is because I listened to just hours upon hours. It took me 3 years to classify the song types across the South Pacific. Song evolutions are the slow, progressive changes we have to the song. So a unit can be substituted and full themes can be added and deleted. And of course, all the males are constantly trying to match each other. There can be little intricacies per male. Some may sing 2 loops, others may sing 3, but the song will sequentially and slowly change as a whole from season to season. But song revolutions is when an absolutely complete song is introduced to a population and males are thrown a 5 to 30 minute song out the window and then learn a brand new one in a few weeks to a few months. And that's a really big change to your entire sexual display very, very rapidly. And there can be over 10,000 males in the population doing this at the same time.
PhD supervisor Mike Node found that this humpback whale song with the West Australian population turned up in the East Australian population and suddenly took over the song there. No one had ever seen these song revolutions before, so this was considered perhaps a one-off. What we found with this one-off actually turned out to be this whole dynamic song transmission across the ocean basin, and it's a real wave of culture that goes across the South Pacific. It was very much not a one-off, and we had no idea this existed before we looked, so it was really exciting. The speed that this happens doesn't really happen in any other species except for our own, and our best analogy we have right now is pop songs. When the Beatles were introduced to America and there was this Beatlemania swept across the US, and it was suddenly this cultural phenomenon that happened. Everyone was listening to the Beatles, everyone wanted to be the Beatles or be with the Beatles, and it was this really cultural moment. And so that rapid change in culture is the only analogy we can draw at the moment. Song revolutions will bring a new song into a population, and it would appear that humpbacks really like novelty, so they're picking up these novel new songs, but it's unclear whether it's something to do with a sexy song or a sexy singer. So we're trying to tease apart if it's just to do with the song or it's some aspect of the individual and how they sing that song. Does that novelty signal something to a female? Are you more sexy because you're able to learn a new song really quickly? Are you at the forefront of these song changes? Different parts of the song may be directed at different audiences. So some of the song may be directed at females, and some of the song may display to other males that you may be big and strong. We just don't know at this point in time. One of our big questions is, how far do these songs spread across the South Pacific? So with a fantastic collaboration with Ecuadorian researchers, we've now compared songs from French Polynesia to Ecuador, and we've found that song continues to spread east. And so this big song transmission network, which starts from West Australia, goes all the way across the South Pacific to the west coast of South America so far. That's half the globe. That's And we really don't good. know how far it's going to spread, but it's aiming for these big questions and working together and getting these really amazing results. That's so important as science moves forward. I was really lucky they didn't. All right. Thank you. You're just going to hang out there? We're going to be okay? I know, that's going to be a challenge. Okay. Well, thank you. So that was a really nice introduction. So I work on animal communication and in particular cetacean vocal communication. So today I'm going to talk about our large collaborative project, which is called Sexy Singing, which investigates the function of humpback whale song. Basically, why do humpback whales sing? Merci pour cette introduction. Je travaille sur la communication animale et en particulier sur la communication vocale des cétacés. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre grand projet collaboratif intitulé Sexy Singing, qui étudie la fonction du chant des baleines à bosse. Pourquoi les baleines à bosse chantent-elles? So, of course, I'd like to thank my collaborators, and especially Claire Gardy and Céline Deville. Without them and their amazing work, this study would not be possible. I also, of course, would like to thank my funders, in particular National Geographic and the Royal Society.
Je tiens à remercier mes collaborateurs et collaboratrices, en particulier Claire Garrigue et Solène Derville. Sans elles et leur travail remarquable, cette étude n'aurait pas été possible. J'aimerais également remercier mes bailleurs de fonds, en particulier le National Geographic et la Royal Society. Okay. So apart from humans, there are only a few taxa that learn their vocalizations from those around them. So this includes birds, but also bats and cetaceans. Outre les humains, seuls quelques taxons apprennent leur vocalisation de ceux qui les entourent. Il s'agit des oiseaux, mais aussi des chauves-souris et des cétacés. In birdsong, there is strong evidence that some features may be preferred, some females may prefer to mate with males that sing better. So this is in terms of song performance, including how fast they sing, how long they sing, and how loud they may sing, or song structure. Is it gone back? Hang on, we'll go back there. Or song structure, such as sexy songs or singing a larger number of songs. En ce qui concerne le chant des oiseaux, des preuves robustes montrent que certaines femelles préfèrent s'accoupler avec des mâles qui chantent mieux. Cela peut tenir aux caractéristiques de leur chant, à savoir la rapidité, la durée et le volume, ou de sa structure, qui peut inclure des sons sexy, ou encore de la capacité de certains mâles qui possèdent un répertoire plus étendu. Merci. So, baleen whales can sing like birds. So everything we have learned from the birds, we can apply to the whale songs. Now, these whale songs are more simple than the birds, but one species, the humpback whale, produces a song that appears to be very complex. And humpback whale song has all of the hallmarks of a sexually selected display, and this has been suggested that it may act as an acoustic peacock tail. Les baleines à fanon peuvent chanter comme les oiseaux. Nous pouvons appliquer tout ce que nous avons appris des oiseaux au chant des baleines. Les chants des baleines sont en général plus simples que ceux des oiseaux, mais ceux d'une espèce, la baleine à bosse, paraissent très complexes. Le chant de la baleine à bosse présente toutes les caractéristiques d'une forme de parade nuptiale. Certains pensent qu'il pourrait jouer le rôle d'une queue de paon dans le registre acoustique. So, with humpbacks, mating has never been observed. So we believe humpback whales have what we call a lick-like mating system. Humpbacks undertake long migrations each year from their polar feeding grounds to their tropical breeding grounds where they display site fidelity. L'accouplement n'a jamais été observé chez cette espèce. Nous pensons que la méthode d'accouplement des baleines à bosse ressemble à une version marine de l'arête de reproduction utilisée par certains oiseaux. Les baleines à bosse entreprennent chaque année de longues migrations entre leurs aires d'alimentation dans les eaux polaires et leurs aires de reproduction dans les eaux tropicales où elles retournent fidèlement sur un même site. So, they aggregate on these breeding grounds, like here in New Caledonia, where there appears to be no male territories, no ability for the males to monopolize a larger-sized female, and no resource defense as they aren't feeding in this area. However, males engage in physical competition to be a primary escort of a female, and they also sing in an elaborate song display. It would then appear that the females are able to exercise choice in who they mate with. Elles se regroupent sur les aires de reproduction, comme ici en Nouvelle-Calédonie, où il ne semble pas y avoir de territoire particulier. Pas de capacité à monopoliser les femelles les plus grandes, et pas de défense des ressources, puisqu'elles ne se nourrissent pas dans cette zone. Cependant, les mâles s'engagent dans une compétition physique pour être l'escorte principale d'une femelle et chantent également un chant élaboré. Il semblerait donc que les femelles puissent choisir avec qui elles s'accouplent. So with humpbacks, it is only the males that sing,
and we think the song functions in sexual selection, but we still debate exactly which audience they're directing it at. So it may be for the mate attraction or something to do with male-male interactions or competition. Or potentially it might be both when it would act as a multi-message signal. Seuls les mâles chantent. Le chant joue un rôle dans la sélection sexuelle, mais on ne sait toujours pas exactement à quel public il s'adresse. Il peut servir à attirer les mâles ou à faciliter les interactions entre mâles, voire les deux à la fois, en agissant comme un signal à message multiple. We know that the song is highly structured, repetitive, long, and very stereotyped. And as the video explained, it is also constantly evolving, constantly changing each year. Le chant est très structuré, très répétitif, long et très stéréotypé. Il évolue également constamment d'année en année. Okay, we're going to listen to a small section of song. I'm so glad there was some in the video. Et je suis heureuse qu'on ait pu intégrer une partie d'un chant que nous allons écouter maintenant. They do sound like squeaky door. One of them is called a squeaky door sound. Oh, yeah? Yes. All right. All right. So within a population, like here, all males sing the same song. So they match each other within a population. But the song is also changing from year to year. And all males must make these changes to maintain this conformity. Au sein d'une population, comme ici, tous les mâles chantent la même chose. Ils s'accordent entre eux au sein d'une population. Mais le chant change constamment d'une année à l'autre. Tous les mâles adoptent ces changements pour conserver la conformité. We also have those song revolutions when the entire population's song is rapidly and completely replaced by a song introduced from their neighbouring populations within that 2 to 3 month breeding season. Il existe également des révolutions où le chant de toute la population est rapidement et complètement remplacé par un chant introduit par une population voisine au cours de la saison de reproduction qui dure 2 à 3 mois. Okay, but why are male humpback whales singing? Who is their intended audience? Now, I am more convinced by the female attraction side of this debate for a song function, given how complex this signal is. In some birds, a bigger repertoire or more complex or complicated song are more attractive to females. So females choose to mate with sexy singers. And that is exactly the exciting project we've been working on here. Now, even though mating has never been observed, we can still actually test this in humpback whales. Bon, d'accord. Mais pourquoi les baleines à bosse mâles chantent-elles? Quel est leur public cible? Aujourd'hui, je suis de plus en plus convaincu par le côté attraction des femelles du débat sur la fonction du chant compte tenu de sa complexité. Chez certains oiseaux, un répertoire plus étendu, des chants plus compliqués et plus complexes sont plus attrayants pour les femelles. Elles choisissent donc de s'accoupler avec des chanteurs sexy. Et c'est exactement le projet passionnant sur lequel nous avons travaillé. Même si l'accouplement n'a jamais été observé, nous pouvons encore tester cette hypothèse chez les baleines à bosse. So for this, we need individually identified singers and genetic samples of fathers, mothers, calves, and other males within the population. From this data, we can get all kinds of information, but most importantly is paternity data and song complexity. Now, Franca will be presenting some of our exciting paternity work.
pour cela, nous avons besoin de chanteurs identifiés individuellement et d'un échantillonnage génétique des pères, des mères, des baleineaux et des autres mâles de la population. Ces données nous permettent d'obtenir toutes sortes d'informations, mais les plus importantes sont les données de paternité et la complexité des chants. Franca présentera nos travaux passionnants sur la paternité. So the data set and work that Claire and Selene have been doing here in New Caledonia is amazing. It is unique and really important to allow us to answer the question of why humpbacks sing. L'ensemble des données et le travail que Claire et Solène ont réalisé ici en Nouvelle-Calédonie sont extraordinaires. Ces travaux uniques sont vraiment importants pour nous permettre de répondre à la question de savoir pourquoi les baleines à bosse chantent. So far, we have included 17 years of song data, and this resulted in over 90 song recordings and 450 songs included in our analysis. This is incredibly large and huge. And we just finished coding the remainder of the data all the way up until 2020. Nous avons donc inclus 17 années de données sur les chants enregistrés jusqu'à présent. Nous disposons ainsi de plus de 90 enregistrements de chants et 450 chants sont inclus dans l'analyse. C'est tout simplement énorme. Et nous venons de terminer le codage des données restantes jusqu'à 2020. So, with our songs, we measure three things: the number of different sound types, the number of different themes or sections you saw in the song, and the duration, the length of that song. And this allows us to incorporate different levels within our whole song structure into one statistical measure. Dans chaque chant, nous avons mesuré 3 éléments. Différents types de sons, les différents thèmes ou sections de chaque chant et la durée de chaque chant. Cela nous a permis d'incorporer différents niveaux de la structure des chants dans une seule mesure statistique. So we then conduct a statistical analysis to get that single measure of song complexity. With this, we now have a complexity score per song and per individual singer. Nous avons donc effectué une analyse en composantes principales et extrait la première composante principale pour chaque chant en tant que score de complexité du chant. Nous disposons désormais d'un score de complexité pour chaque chant et chaque chanteur identifié. Now, we can combine the song scores with data on who fathered a calf. And then we can ask if females are choosing to mate based on their song display. And this would indicate that the song is directed at females. Nous pouvons maintenant combiner les scores des chants avec les données sur l'identité du père d'un baleineau. Nous pouvons alors chercher si les femelles choisissent leur partenaire en fonction de leur chant. Cela indiquerait que le chant s'adresse effectivement aux femelles. And, well, we're still working on this. I'm really, really close to answering it. So I don't have answers today, unfortunately, but Franca is going to tell us about the exciting paternity results and some other genetic aspects. Alors, nous travaillons encore sur la question et je suis dangereusement prêt d'avoir la réponse, mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Mais Franca va vous parler de nos résultats passionnants sur la paternité et d'autres aspects génétiques. But we can summarize. So humpback whale songs are socially learned from those around them. Récapitulons. Les baleines à bosse apprennent les chants socialement d'autres baleines qui les entourent. So these songs evolve over time through small changes to the sounds and the themes, and also the entire song can be replaced through the introduction of that novel song type from a neighboring population. Les chants évoluent au fil du temps grâce à de petites modifications des sons et des thèmes. Et le chant entier peut être remplacé par l'introduction d'un nouveau type de chant provenant d'une population voisine.
Now, this happens rapidly, repeatedly, and regularly across the ocean basin in the South Pacific. Ce phénomène se produit rapidement, de manière répétée et régulière, à l'échelle des bassins océaniques. And soon, hopefully, we can answer if the songs males are singing are sexy or not. Et bientôt, nous espérons pouvoir répondre à la question de savoir si les chants de mâles sont sexy ou pas. So thank you so much for listening. If you're interested in supporting our research, you can make a donation to our crowdfunding site by following the QR code there. Thank you so much. Alors d'abord, merci beaucoup de votre attention. Et si la question vous intéresse et si vous voulez participer, nous soutenir, vous pouvez scanner le code QR qui est là et vous pourrez nous aider, soutenir nos travaux. Merci beaucoup. Bonsoir, je m'appelle Franca. Je ne parle pas français, mais je comprends un peu. Et Claire et Jeanne m'ont aidé, donc je vais pouvoir vous présenter en français aujourd'hui. Je vais faire de mon mieux, mais je vais avoir besoin de mes notes. Excusez-moi par avance. Alors, c'est parti. Claire vous l'a déjà décrit, les baleines à bosse de Nouvelle-Calédonie effectuent une migration saisonnière entre leur zone d'alimentation en Antarctique et leur zone de reproduction ici en Nouvelle-Calédonie. Elles effectuent ces très longs voyages pour se reproduire et pour mettre bas. Sur les zones de reproduction, il y a généralement beaucoup plus de mâles que de femelles, ce qui entraîne une forte compétition entre les mâles pour la reproduction. Cette compétition va se manifester à travers certains comportements. Un de groupes compétiteurs de mâles rivalise souvent physiquement avec d'autres mâles pour être plus près de la femelle qui se trouve dans le groupe. Une mâle adulte solitaire peut également escorter une femelle seule. Enfin, les mâles ont un chant très complexe, comme nous l'a déjà expliqué Hélène. Chez la baleine à bosse, l'accouplement n'a jamais été observé. Alors, comment savoir qui est capable d'engendrer une progéniture? Et qu'est-ce qui fait certains mâles réussissent mieux que d'autres? Pour répondre à ces questions, nous avons réalisé une analyse de paternité afin d'identifier quel mâle était capable de engendrer une progéniture. Ensuite, nous avons estimé l'âge des mâles pour savoir s'il avait un effet sur le succès reproducteur. Étassaient les mâles plus âgés ou les plus jeunes qui réussissaient le mieux. Comment avons-nous procédé pour cela? Eh bien, nous avons utilisé la génétique. Claire vous a montré comment nous récoltons des échantillons de peau en animaux. Et au laboratoire des IRD, nous avons extrait l'ADN des échantillons de peau. Nous nous intéressons ici à l'ADN nucléaire hérité biparentalement, ce qui signifie qu'une partie de ces ADN provient de la mère et d'autres du père. Nous pouvons utiliser cet ADN pour identifier les sexes des baleines.
Chez les mâles, on observe 2 bandes, une pour le chromosome X et une pour le chromosome Y. Alors, les femelles n'ont qu'une seule bande, qu'une seule. Bon, car elles n'ont que le chromosome X. Nous pouvons également utiliser ADN pour identifier individuellement les baleines, comme cela s'est fait avec une photo de la nageoire caudale. Pour cela, nous examinons les loci microsatellites. Ce sont des emplacements spécifiques de l'ADN contenant de courtes séquences répétitives. Chaque individu présente un nombre différent de répétitions, ce qui donne des séquences plus ou moins longues. Ici, nous avons examiné la longueur de ces répétitions pour 16 loci différents. Nous avons enfin pu identifier les individus, différencier les mâles des femelles et réaliser une analyse de paternité. Pour rechercher la paternité, nous utilisons les macrosatellites pour identifier quel mâle peut être le père d'un baleineau. C'est possible grâce à l'ADN nucléaire transmis par les 2 parents. En effet, les baleineaux reçoivent une partie de l'ADN de sa mère. Et comme nous avons échantillonné la femelle avec son baleineau, nous pouvons déterminer la partie de l'ADN que le baleineau a hérité de sa mère. L'autre moitié de son ADN nucléaire provient donc de son père, ce qui nous fournit des informations sur la moitié de l'ADN du père. Nous pouvons alors rechercher parmi tous les mâles échantillonnés dans la population, c'est lui qui présentait cette moitié de ADN sur les S loci étudiés. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Nous avions 177 pères-mères baleineaux et plus de 900 mâles adultes. Et nous avons pu identifier les pères de 79 baleineaux. Ces 79 baleineaux ont été engrés par 66 mâles différents. Sur ces graphiques, la barre à gauche montre le nombre de mâles n'ayant engendré aucun descendant, c'est-à-dire n'ayant aucun succès reproducteur. Il montre également le nombre de mâles ayant réussi à engendrer un ou 2 descendants. Nous constatons que la plupart des mâles échantillonnés n'ont pas eu de succès reproducteur. Comme le sexe ratio qui est biaisé en faveur des mâles, cela montre qu'il existe une forte compétition entre les mâles pour pouvoir se reproduire. Maintenant que nous avons identifié les mâles capables de gendre une progéniture, nous pouvons explorer ce qui fait que certains mâles réussissent mieux que d'autres. Et c'est que certains mâles sont plus performants face à d'autres parce qu'ils sont plus grands et plus forts, ou plus expérimentés car plus âgés, ou peut-être parce qu'ils chantent mieux. C'est une question complexe qui nécessite de nombreuses analyses. Nous avons tout d'abord cherché à savoir si l'âge d'un mâle influence sa probabilité de procréer. Mais les baleines à bosse peuvent vivre jusqu'à 80 ou 90 ans et bien.
coopération cétacée les a étudiés pendant plus de 30 ans. Cela n'est à présent qu'environ un tiers de leur espérance de vie. Ici en cours, nous pouvons utiliser la même échantillon de tissu collecté sur une baleine à bosse pour estimer son âge. Pour estimer l'âge, nous utilisons épigénétique. Épigénétique et génétique sont deux notions distinctes. En termes simples, l'épigénétique est comparable à un interrupteur qui allume et est les gènes, c'est-à-dire certaines parties de la composante génétique. L'un des processus de l'épigénétique est la méthylation de l'ADN. Il s'agit de l'ajout d'un groupe méthyle à l'ADN. Certaines parties de l'ADN, ce groupement change avec l'âge. Ainsi, en mesurant le niveau de méthylation de l'ADN, nous pouvons estimer l'âge d'un individu. C'est ce qu'on appelle une horloge épigénétique. Nous avons utilisé une horloge épigénétique pour estimer l'âge de 485 baleines à bosse mâles. Mais avant d'examiner la structure d'âge des baleines à bosse et son impact sur les chances de procréer, nous devons prendre en compte l'évolution temporelle de la population. Nous savons que la chasse à la baleine a pris fin il y a environ 50 ans, décimant considérablement les populations de baleines à bosse. Mais nous savons aussi que la population de baleines à bosse de Nouvelle-Calédonie s'est reconstituée petit à petit et notamment qu'une importante augmentation du nombre de baleines à bosse a été constatée en 2009. En cours de notre étude, cela crée un contraste entre une abondance plus faible et une abondance plus élevée. Nous avons donc divisé la période d'étude en deux fenêtres temporelles, l'une abondance plus faible et l'autre d'abondance plus élevée. Nous avons également utilisé 4 classes d'âge. La classe la plus jeune, en verte, contient les mâles âgés de 2 à 9 ans. En rouge, nous avons les mâles âgés de 9 à 16 ans. En bleu, que les 16 à 23 ans. Et en jaune, tous les mâles de plus de 23 ans. De la première fenêtre temporelle, située à gauche, lorsqu'il y avait moins de baleines, la structure d'âge des mâles était asymétrique. On voit qu'il y avait beaucoup plus de jeunes mâles que de vieux mâles. Cela signifie que la population était jeune. Alors, que dans la deuxième fenêtre temporelle, on remarque que la structure par âge des mâles était plus équilibrée. Plus de temps s'était écoulé depuis l'arrêt de chasse commerciale et plus il y avait de baleines. Cette évolution dans la structure d'âge est le signe d'une population en cours de rétablissement. Maintenant, si nous regardons la structure d'âge des pères, nous constatons qu'aucun père de la classe la plus âgée n'était présent dans la première fenêtre temporelle quand il y avait moins de baleines, car il y avait peu de veaux mâles à cette période. Ce sont les 2 classes d'âge intermédiaires, bleu et rouge, qui produisaient le plus de baleineaux. En cours de cette première fenêtre temporelle, on observait également que les plus jeunes mâles en vert devenaient rarement pères proportionnellement et leur nombre au sein de la population
et comparaison avec les autres classes d'âge. Mais cela change durant la deuxième période temporelle. Quand la structure d'âge est plus équilibrée, le nombre de pairs de la classe d'âge intermédiaire, bleu et rouge, réduit. Et en parallèle, leur nombre augmente de la classe d'âge la plus âgée. Donc, le schéma des paternités change en cours du temps. Alors, en conclusion, qu'avons-nous pu apprendre à partir des échantillons? Sex ratio biaisé en faveur des mâles. Identification des pairs des baleineaux. La structure barrage des baleines à bosse de Nouvelle-Calédonie est un signe indiquant le rétablissement de la population. Les mâles plus âgés ont plus de chances de procréer, mais seulement lorsque la population est proche du rétablissement. Il est nécessaire de prendre en compte l'évolution de la population au fil du temps. Les conséquences de la chasse à la baleine ont non seulement un impact sur le nombre d'individus de la population, mais aussi sur leur mode de reproduction. Merci pour votre écoute. Alors vraiment des applaudissements pour Franca parce que c'est quand même une très très belle performance qu'elle nous a fait. Merci. C'est la première fois qu'elle présente en français, donc vraiment chapeau. Je crois qu'on a le temps pour faire quelques questions. Alors je passerai le micro aux filles au fur et à mesure. S'il y a quelqu'un qui a une question pour... Eh bien, très bonne question, je la répète si vous n'avez pas entendu. Est-ce qu'il n'y a que des baleines à bosse en Nouvelle-Calédonie ou est-ce qu'il y a d'autres espèces de baleines ? Je vais peut-être répondre parce que celle-là, ça ne concerne pas les champs. Oui, en effet, il y a bien d'autres espèces de baleines en Nouvelle-Calédonie. C'est juste que les baleines à bosse, c'est celles qu'on connaît le mieux et qu'on a étudiées le plus jusqu'à présent. Mais il y a d'autres espèces de baleines à fanon et il y a au total 30 espèces de mammifères marins qui ont été recensées par Claire et son équipe dans... ah oui, 31, pardon, 31 en Nouvelle-Calédonie. Donc il y en a beaucoup dont on connaît peu de choses. Sur les 455 chants que vous avez enregistrés, combien étaient des chants différents? Alors la question, c'est sur les 455 chants qui ont été enregistrés, combien étaient différents? So each year, they're all singing the same song. So I have to think about... So if we get about 40 songs a year, then you would have 40 for that year, and they may be a little similar to the next year. So, yeah. Tous les mâles chantent le même chant et on en compte à peu près 40 per year? 40. Yeah, 40. Aux environs de 40 chaque année, mais ça change au fil du temps. Oui. What would be the traveling distance per song underwater? Quelle serait la distance parcourue par le chant des baleines? So for high quality song, to hear all the sound units, you need to be within about 10 kilometers to hear all of those intricacies of the song, but it can spread out to about 20 kilometers. That's when you start to lose it. So it's quite close. Bon, si vous voulez bien entendre, avoir un enregistrement ou une audition de qualité,
il ne faut pas s'éloigner de plus de 10 km. On peut aller jusqu'à 20 km, et là, on perd du détail, on perd les finesses et les petites différences entre un chanteur et un autre. Est-ce qu'on sait à partir de quel âge elle chante? Est-ce qu'elle chante des plus jeunes et différentes? Do we know at what age they start singing, and do the young ones sing differently from the older ones? Fantastic question. We are learning how old they sing thanks to the aging work, but my PhD student here, Jen, is actually investigating exactly what you're talking about, trying to find that out. So next time, in a year or two, she can speak. Alors, c'est une excellente question à laquelle on n'a pas la réponse, mais ma doctorante, c'est Jeanne. Pardon. Jeanne est en train de travailler sur la question et d'ici 2 ans, on aura peut-être bien la réponse. Ah oui, par contre, Patrick, tu peux répéter la question en français à chaque fois parce que sinon, au fond, ils n'entendent pas. Oui, mais je croyais avoir interrompu. Non, Ok, la question était, est-ce qu'on sait à quel âge les baleines à bosse commencent à chanter? Et on ne sait pas, mais des recherches sont en cours. Oui. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas analyser quand lorsqu'elles se reproduisent? J'ai pas entendu. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas analyser lorsque les baleines à bosse se reproduisent? Ah, pourquoi on peut... Ok. La question, c'est pourquoi on ne peut pas analyser comment les baleines se reproduisent. Tu veux dire pourquoi on ne les observe pas en train de se reproduire, en fait? Eh ben, je crois que la réponse, c'est simplement qu'on n'a pas eu l'opportunité. Alors après, on a quand même des fois des gens qui nous parlent d'observation. Peut-être ils ont vu des choses intéressantes, mais a priori, jusqu'à preuve du contraire, actuellement, on n'a pas d'observation avec des vidéos, des choses qui nous prouvent bien que c'est là que l'accouplement a lieu. Donc en fait, on ne sait pas exactement où et quand l'action se passe. I responded just about where and when. Please, Ça, je dis. please always respond when it's not song. It's It's a little bit, yeah. La très bonne question, c'est de savoir est-ce que les baleines chantent à une profondeur particulière? Est-ce qu'il y a des endroits particuliers qui sont mieux pour chanter? C'est ça? Est-ce qu'ils ont besoin d'un couloir de son pour transmettre le chant? Est-ce qu'il y a des trajectoires du son? What they usually do is sing about 20 meters below the surface if it's deep enough, with their head down and their tail up, so they're upside down. And we don't know why. Alors, elles peuvent chanter à la surface. Souvent, elles chantent dans les 20 mètres de profondeur ou entre les deux, mais ce qu'on sait, c'est qu'elles chantent la tête en bas. La tête en bas, la queue en l'air, et on ne sait vraiment pas pourquoi à ce stade. Channels? Je vais répéter la question. Do they sing day and night? Est-ce qu'elles chantent jour et nuit? Yes, they do. They sing all of the time. They don't usually stop, but we're finding that they may sing a little more at night. Alors, bonne question. En fait, elles chantent tout le temps. Et on pense maintenant qu'elles chantent davantage la nuit, mais c'est continu. La question, c'est donc on dit que tous les mâles à un moment T, ils ont le même chant, et du coup, comment la femelle, elle va choisir alors qu'ils chantent tous la même chose? That's a good question. So there's very small differences. One male may go whoop whoop, and another male might go whoop 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 whoop. So small, but we can tell the difference. Alors, c'est une excellente question. mais il y a des toutes petites différences. Comme dit Hélène, il y a un mâle qui va faire whoop whoop et un autre mâle qui va faire whoop whoop whoop. C'est des différences qu'on a pu noter. Hein, the differences Very, yes. Il y avait une question là.
Est-ce que vous avez déjà pu voir si elles pouvaient réagir à des chants synthétiques ou artificiels? Super question aussi. Est-ce qu'on a déjà testé si elles répondaient à des chants artificiels ou synthétiques qui leur seraient diffusés? So there has been a few experiments playing songback, and there's also been experiments playing artificial sounds and other man-made sounds and measuring their reactions. So they do react, and it depends on the sound. Alors, il y a eu quelques expériences, effectivement, où on a diffusé des sons artificiels ou synthétiques. On a constaté que les baleines réagissent, hein, they react. Yeah, I can tell different reactions. On a l'impression qu'elles savent faire la différence. So in terms of react, they can stop singing. They can other animals can change how often they come to the surface to breathe. They may change direction. So we can start measuring if a whale's coming down the coast and then goes like this. Alors, elles peuvent s'arrêter de chanter. Elles peuvent changer de direction. Enfin, marquer des réactions diverses. Various. Yeah. And do you think they make the difference between? What, between? That was the extra question. Between an artificial and a natural sound. So it's hard to tell at the level that we're able to measure. We can just tell that they react, and we need to dig deeper into that. So it's something I'm very interested in. Alors, on sait qu'elles réagissent, mais au niveau de compréhension de leur comportement, on ne sait pas exactement pourquoi. Et évidemment, on travaille sur ces questions, mais pour l'instant, on n'a pas les réponses. Ah, 1 year, okay. 1 year, they come to New Caledonia. Ça, c'est la reproduction, mais ça, c'est pour les femelles. En effet, une année, elle vient en Nouvelle-Calédonie, elle va s'accoupler, elle va repartir en Antarctique, et quand elle va revenir l'année d'après, elle va mettre bas. Oui, c'est ça. Pour les femelles. Hein. It's going to be songs. Alina's going to ask one. Alors, double question, ça va pas être facile pour nos traducteurs. D'abord, est-ce que le fait qu'elle chante plus la nuit, c'est lié à de la pollution sonore? Ce serait causé par la pollution sonore qui est moindre, évidemment. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un lien entre échouage et chant? Voilà, un changement dans les chants lorsqu'il y a des échouages. Claire va répondre à la deuxième question. Okay. Okay. Right. So, with them singing more at night, we are wondering if it is in reaction to noise in the environment during the day. But those studies haven't been completed yet to say that there is that big effect. But we've noticed worldwide that there just seems to be a little bit more singing at night, not just in New Caledonia, but worldwide. Alors, il y a des travaux de recherche qui se font sur la question. On a remarqué dans le monde entier qu'il semble qu'elles chantent un peu plus la nuit, mais pour l'instant, just noted that. Yeah, more at night. And why? Well, maybe noise, but. Ouais, ça peut être une question de pollution sonore ou acoustique, mais on n'en est pas sûr du tout. Concernant les échouages, c'est en fait les baleines à bosse, ça s'échoue très rarement. Parce que c'est pas une espèce grégaire, ce sont les espèces grégaires qui s'échouent le plus souvent, les espèces qui vivent en famille. S'il y a des échouages de baleines à bosse, ça va être une baleine toute seule qui va être malade ou qui va avoir été shootée par un bateau, ou alors suite à un empoisonnement, par exemple avec les marées rouges, avec les algues, où là on a vu en effet des échouages de plusieurs animaux. Mais autrement, en général, les grandes baleines s'échouent pas ensemble. Donc on n'a pas ce genre d'informations, on ne sait pas ce que ça pourrait être. Donc la question, c'est comment en fait est produit le chant biologiquement parlant, quel organe est utilisé, et est-ce que les dauphins aussi sont capables de chanter? So, only last year they discovered how humpbacks actually made sound.
So it was very hard to find out. It's like a modified larynx and voice box like we have, and they pass air from their lungs through there and into their nasal cavity and then back again. They don't release air when they sing. It's a closed system. Alors justement, l'année dernière, on a enfin pu analyser la façon dont les baleines vocalisent. En fait, c'est leur larynx qui est modifié, enfin, en tout cas qui est configuré de telle sorte que l'air sort des poumons, passe par le larynx, monte dans les cavités nasales et fait demi-tour et repasse par le larynx. So if it, Non, bubble. Il n'y a pas de bulle, il n'y a rien quand tu chantes. Et ça fait pas de bulle. Voilà. Non, pardon, interprète planté. Non, c'est juste que tu penses que c'est pas dépendant. Ouais. Elles n'émettent pas d'air, elles ne font pas de bulle, elles n'émettent pas d'air quand elles chantent. Je devrais dire ils peut-être, vu que c'est les mâles. so in terms of the dolphins, they don't sing. They make lots of amazing whistles, pulse calls, echolocation, but it's the big baleen whales that put these sounds together in the stereotyped pattern that we call song, which is reminiscent of birdsong. Alors les dauphins produisent des tas de sons très intéressants et surtout pour l'écholocation, pour se diriger. Mais seules les baleines à fanon produisent des chants comme ceux que nous étudions. Vous allez me dire si j'ai entendu. Moi, je fais les oreilles. Du coup, est-ce qu'elles chantent en Antarctique et est-ce que ce seraient des chants différents de ceux qu'on trouve dans les zones tropicales, subtropicales de reproduction? Yes, there is some song in Antarctica, but much less. So they sing a little bit occasionally. And they will sing the same thing from the breeding grounds down on those feeding grounds. And we think in those places they may come in contact with animals from the other populations and learn that new song. So they can hear a new song and learn it there. Alors, elles chantent en Antarctique, mais seulement un petit peu. Elles chantent pas beaucoup. Par contre, on pense que c'est là qu'elles peuvent rencontrer d'autres populations et que c'est peut-être là que la révolution se produit, que là, de nouveaux chants sont introduits. Est-ce que plusieurs mâles peuvent chanter en même temps dans une zone proche? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Oh, yes. They sing over the top of each other. They do not care. And it becomes a whole chorus of cacophony of stuff I can't analyze. Alors oui. Et puis de toute façon, chacun se moque bien de l'autre, donc tout le monde s'y met, ça devient une soupe et je ne peux pas analyser le résultat. Female response is super hard to measure. That is why we have to do the intricacies. I'm keen to track the females because they know what's going on. Alors pour les femelles, c'est très difficile à mesurer. Et moi, j'aimerais bien savoir en détail ce qu'elles font, mais là, pour l'instant, on ne sait pas. Mais évidemment, elles savent. Est-ce que le chant peut servir à une autre fonction que celle dans la reproduction? Notamment, est-ce que ça peut être un comportement de défense? So we think because how complex it is, the primary reason is sexual selection. So for mate attraction, and maybe secondary, the male-male competition, but there may be other functions part of it. But the main reason that it has evolved and got so complex will be driven by these mate attraction, sexual selection, because they could just go meh, 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 for other reasons. Some birds just make a boring song, but this is so complex and it doesn't need to be unless it's driven by something else.
Alors, d'abord, ce sont des chants très complexes. Donc, en ce qui nous concerne, ça ne peut pas être juste un petit signal ou, comme disait Hélène, certains oiseaux font... C'est très ennuyeux, ça ne sert pas à grand-chose. Pour que ce soit aussi complexe, il faut qu'il y ait un moteur, il faut qu'il y ait une raison profonde et puissante. Donc, pour nous, il y a deux options, deux possibilités. Un, évidemment, la parade nuptiale, essayer d'attirer une femelle, et l'autre, ça peut être aussi un moyen de compétition entre les mâles eux-mêmes pour se mesurer les uns aux autres. Alors effectivement, la transmission culturelle du chant, elle se fait d'est en ouest dans le Pacifique Sud. Est-ce que ce serait possible qu'elle se fasse dans l'autre sens? Pourquoi en fait ça se fait dans ce sens-là, finalement? Est-ce que c'est un biais ou est-ce que c'est une réalité? So it spreads from west to east, from very large populations to smaller and smaller populations. So we have a directional spread from big to small. And then we're not really sure what's going to happen with it got into Ecuador, and that was great, but don't know how many times that's going to happen. So it's driven by population size. Bon, on sait que la transmission passe de l'ouest à l'est. On sait aussi qu'elle passe de grandes populations vers des populations plus petites. Mais on ne sait pas si ça se produit tout le temps. Je vais juste vérifier ça. You don't know whether it's repeated or it's just it's been noted once, right? From west to east? Yeah. 2 decades. We've Two noted decades. it for 2 So decades. it's beyond the equator. So it will keep on going that way Yeah, yeah. all the time. We've noticed it for 2 decades. So Oui, alors ça, on l'a constaté, ça fait 2 décennies qu'on constate cette propagation d'ouest en est. Donc c'est un phénomène établi. We didn't sample any males that were, I think, older than 45. So they just aren't many old males in the population because so many of them were decimated because of whaling. And because whaling only ended about 50 years ago, it takes time for those whales to grow older. And that's why it's so important that we keep studying them, because it's only now that they grow older than like 50, or that we have more of those older males. So we start seeing those changes. I should stop here for translation. Alors vous avez raison, on n'a pas vraiment vu ou constaté l'existence de baleines âgées de plus de 45 ans. On sait qu'elles vivent plus longtemps, mais n'oublions pas que la chasse à la baleine ne s'est arrêtée qu'il y a 50 ans. Alors évidemment, il faut le temps que les baleines vieillissent. Et c'est pour ça qu'on n'en trouve pas encore beaucoup qui dépassent les 45 ans. Alors, pourquoi est-ce que les femelles ne chantent pas? Est-ce qu'elles ne le peuvent pas ou est-ce qu'elles ne le veulent pas? excellent question. So females, males, calves, juveniles can all make the same sounds. We call them social sounds. So they're chatting away, but it's only the males that put those sounds together into the long, stereotyped, slightly boring, but complex displays. So the females can make those same sounds, but they do not put it into that big song display. So you could say they have conversations. Oh yes, they do. Alors, les femelles, comme les mâles, comme les baleineaux d'ailleurs, peuvent s'exprimer. Elles produisent des sons. Et on peut dire qu'elles peuvent entretenir des conversations. Mais seuls les mâles arrivent, ou seuls les mâles produisent des chants qui sont longs, répétitifs et complexes. Les femelles ne font pas ça. Ils choisissent de le faire. Attention.
Allez, alors est-ce que les femelles répondent au chant? Je crois que c'est un petit peu la même question que tout à l'heure, mais en général. So that's hard to work out. You have to be quite close to hear the social sounds. They're quieter. But also, you know, some of the males are a bit boisterous. If a female would like a male to join her, she may be quite subtle. She's not going to charge in and say, "Hey, I'm here." She'll do it quietly. Bon, ces conversations, nous, on parle de sons sociaux, hein, pour répondre à ta question là-bas. Maintenant, en général, elles n'ont pas l'air de... D'abord, on ne peut pas s'approcher suffisamment près pour capter leurs sons qui sont discrets, qui sont délicats. C'est la première chose. Maintenant, il se peut qu'il y ait des mâles un peu plus délurés, un peu plus... comment dire... qui osent un petit peu plus. Et dans ce cas-là, ça dépend de la femelle, ça dépend de la réaction de la femelle. Hein? Yes, I have something to add as well. So, if a female is with a male and she doesn't really like him, she can start making quite a lot of noise, slapping the water, making more social sounds, and suddenly other males are attracted and they come on in and displace the male she doesn't like. Alors, par contre, si une femelle est mécontente de l'attention d'un mâle, alors là, elle a des façons de s'exprimer qu'on peut vraiment entendre et voir. Elle peut d'abord faire du bruit en tapant l'eau avec sa queue ou avec ses nageoires, et elle peut faire tout un tintamarre, ce qui fait venir les autres mâles, qui, eux, vont déloger l'importun. D'accord. Oui, une question pour Franca, c'est pourquoi le découpage temporel est à 2009 en particulier pour séparer les deux périodes d'études? Yes. Because there was a big increase in the population size. That was around 2009. So that just created a natural contrast between the two time windows. And because we just expect, or we can expect changes when there's, compared to like from a smaller population to a larger population. So we were interested in this change across time because we know that they were decimated because of whaling, and populations are dynamic. What's the factors? Attends, s'il vous plaît. Je fais la réponse. C'est parce qu'en 2009, on a constaté une augmentation considérable de la population. Donc, ça faisait vraiment une différence. Et c'est là qu'on a pu commencer à faire certaines études. Avant, il y avait moins la population n'était pas aussi développée. Et du coup, les facteurs qui ont fait qu'il y a une importante reproduction de... Oui. Alors, on va donner la question à Claire Garrigue. Là, c'est plutôt, du coup, mais quels sont les facteurs qui ont fait qu'en 2009, la population aurait augmenté si soudainement? Alors en fait, la population, elle était très faible. Hein. On est parti de quelques centaines de baleines. Il y avait des jours entiers où on voyait pas de baleines. Et puis, donc, on a suivi l'évolution de cette population. Et en 2009, on a eu ce qu'on a appelé, comment on l'a appelé ça d'ailleurs, un incroyable, yes, we know what we are talking about. En fait, il y a eu d'un coup un grand nombre d'animaux et on a dit ça, c'est quelque chose de pas biologiquement possible. C'était pas possible qu'il y ait autant d'animaux comme ça qui soient nés. Et il est possible qu'il y ait eu un apport, ça c'est une des hypothèses, de baleines, notamment de l'est de l'Australie, où la population est très grosse. Actuellement, il y a 40 000 baleines à bosse sur l'est de l'Australie. Et ce qui se peut, c'est qu'il y ait à ce moment-là des animaux qui vont partir vers d'autres endroits. Il y avait d'autres hypothèses, à savoir que les femelles avaient peut-être des baleineaux plus rapidement, de manière plus rapprochée qu'avant. Donc voilà pourquoi on a eu ça, et on essaye de continuer à suivre ce qui se passe. Vous en saurez plus avec les études que Solène va mener dans le futur.
La soirée se fait tard, ouais. Peut-être une dernière question et puis après vous pourrez continuer à échanger de façon informelle. Alors il y en a plein, mais Désolée. Ok. Donc la question qui est est-ce que le chant des baleines a été étudié dans d'autres océans, de l'autre côté, soit hémisphère nord ou dans l'Atlantique donc. Voilà. Est-ce que le chant a été étudié en Atlantique et est-ce que cette transmission se transmet donc océan Indien ou Atlantique? So a lot of the classical studies were done in the northern hemisphere, so North Atlantic, North Pacific. And so there's been a lot of studies there. And so we were late to the party in the southern hemisphere. But there are others in the South Atlantic, so Brazil, other populations, East Coast Africa, and then Madagascar. So these are all being studied, and they're looking right now to see if they have the same song spread and which way it goes, east-west or west-east. So I'm really excited to see the results of these studies for us to understand what is happening. Alors, il y a des études qui ont été faites, on parle d'études classiques, ailleurs. En fait, pour tout vous dire, dans le Pacifique Sud, on est arrivé un petit peu plus tard que les autres. Donc, des études ont été faites dans l'Atlantique Nord, dans le Pacifique Nord. Et également, ça se poursuit à Madagascar, au Brésil. Donc, tout ça est en train de se passer. Et moi, j'attends avec grande impatience de savoir si, effectivement, le chant continue de se propager de ouest en est ou dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Comment ça... Merci. Very proud of you.